Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois d'avril. Donc en avril j'ai pas mal lu vu que j'ai lu tout ceci, ce qui fait déjà pas mal. Il y a quelques beaux pavés. Donc pour commencer j'ai lu Caminard de Dominique Chappet aux éditions Oscar Éditeur. Donc c'est un livre jeunesse. Dans ce livre nous rencontrons Pierrot qui a 12 ans, qui vit vers Pau avec ses parents et son grand-père qui a longtemps travaillé dans une casse, qui a été plus ou moins repris par son père, mais la vie de Pierrot va changer. Perrault, Perrault comme l'appelle son grand-père, sa vie va basculer le jour en fait où son père va disparaître parce qu'il y a commis un hold-up. Donc forcément la vie du grand-père, du fils, de la mère et du grand-père va basculer. Pour Perrault, ça va devenir compliqué d'aller au collège, donc il va être déscolarisé. Mais heureusement, il a son grand-père qui est là, qui le soutient et qui va l'aider à surmonter tout ça. Notamment, il nous entraîne dans la montagne parce que le grand-père est un grand marcheur, il adore faire des randonnées. Donc, il emmène son petit-fils dans les Pyrénées à la découverte de ces paysages qu'il aime tant. Donc, ce qui en fait un livre vraiment très agréable à lire, très rigolo, très sympa. Franchement, c'est un très bon moment de lecture. Ensuite, j'ai lu Le ravissement des innocents de Taï Selasi. Donc, c'est chez Folio. Donc, c'est une petite brique aussi de 400 pages. Alors là, on suit la famille Sai. Donc il y a Kweku, le père, avec la mère Fola et les quatre enfants, Olu, Keinde, Teiwo et Sadi. Le père va perdre son emploi et ne va pas oser le dire à sa femme. Il est chirurgien généraliste. Il ne va pas le dire à sa femme, il va engager une bataille juridique contre l'hôpital qu'il a engagé. Parce que pour lui, il est licencié à cause de sa couleur de peau, ce qui n'est pas totalement faux. Mais la bataille juridique va être perdue et il ne va pas supporter ça. Il va partir abandonner sa femme et ses quatre enfants. Il pensait que ce serait un abandon temporaire, mais quand il revient, il trouve la maison vide. Sa femme est partie, ses enfants aussi. Donc il va reconstruire sa vie, lui, au Nigeria, si je ne dis pas de bêtises. Je sais... Non, au Ghana. Au Ghana. Je suis un petit peu embrouillée parce qu'il y a le Ghana, le Nigeria, on parle des deux. Donc il va aller revivre sa vie là-bas et on va suivre un petit peu tout le parcours de cette famille, mais on va pas le suivre directement en fait. On va commencer par Kweku qui va arriver quelque chose, donc on va suivre sa vie en parallèle de ce qui lui arrive concrètement. Ensuite, on va rencontrer dans une deuxième partie sa femme et ses enfants, donc entre leur vie actuelle et les souvenirs. Et on termine sur une troisième partie où toute la famille qui était explosée partout dans le monde va se retrouver enfin et où les non-dits vont se ressortir, où chacun va expliquer pourquoi il a pris de la distance par rapport à la famille. Alors j'ai adoré la première partie parce que je l'ai trouvée très poétique, très intéressante. La deuxième commençait à être dans du un peu plus terre à terre, ça m'a un peu moins plu. La troisième m'a vraiment pas plu parce que je trouve que l'auteur aborde des sujets qui pour moi n'étaient pas utiles. Tout était basé sur du non-dit, sur du mystère, sur de la légèreté, sur juste ce manque de communication qui est vraiment réel, oppressant, était suffisant pour moi. C'était très subtil en fait, comme dans certaines familles on ne se parle plus mais on ne sait plus pourquoi, pas trop pourquoi. Enfin, il y avait beaucoup de subtilité et je trouve d'ingéniosité dans la totalité du bouquin. Et comme si d'un seul coup l'auteur s'était dit mince ça suffit pas, il faut que j'en rajoute une grosse couche. Et ben il nous a mis quelques horreurs, quelques voilà et, et pour moi c'était pas utile quoi, clairement. Donc j'ai vraiment aimé le début du livre, la fin nettement moins, les 50 dernières pages pour moi j'avoue ça a été un enfer à lire. Mais bon, je suis contente d'être arrivée jusqu'au bout. Je sais pas si je relirai quelque chose de cet auteur, j'avoue, on verra. Peut-être que je lui donnerai une seconde chance, mais voilà, je suis un petit peu restée pas sur ma faim, mais j'étais déçue qu'elle ait pas pris le pari, qu'elle ait pas fait le pari de suivre son idée jusqu'au bout et qu'elle ait basculé dans quelque chose qui peut être plus comme si elle voulait en donner pour son argent au lecteur, dans des tendances un peu actuelles. Alors que pour moi, il y avait vraiment quelque chose d'autre très fort qui passait par sa plume. Et je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas suivi son pari jusqu'au bout. Ensuite, j'ai lu Un jeune homme superflu de Romain Monnery, c'est aux éditions Le Diable Vauvert. Alors ça, c'est très rigolo, c'est très léger, parce qu'après,
Après le ravissement des innocents, j'avais besoin de quelque chose de léger. Donc là, on suit la vie d'un jeune trentenaire qui habite sur Paris, qui a fait des études de journalisme, qui a envie de travailler dans le journalisme, mais qui en même temps aime bien un petit peu son chômage. Donc il va commencer par être en colocation avec un autre jeune homme et une jeune femme. Il n'y a qu'une chambre dans l'appart qu'ils partagent, une chambre, un salon, donc il laisse par galanterie la chambre à la jeune femme et les deux se mettent dans le salon. Donc forcément, comme il dit, la colocation, c'est comme une pizza sur le papier, ça s'annonce délicieux. C'est cité derrière, je vous spoile pas. Voilà, si vous pouvez lire un petit peu ce qui est écrit derrière. Voilà, ça vous donne le ton. Donc toute la première partie, on va suivre un petit peu les déboires de ce jeune homme qui est là, qui a la trentaine, qui à la fois cherche l'amour, mais pas complètement, que ses amis essayent de booster dans ce sens-là, mais on lui propose des trucs bizarres, voilà, qui se cherche, qui est un peu complètement perdu dans cette société, qui en même temps apprécie son mode de vie un peu à la cool. Et dans toute la deuxième partie, il a trouvé une deuxième, troisième partie, je sais plus combien il est parti dans ce livre. Alors sur la fin, il a retrouvé un emploi et grâce à ses amis, et donc on le suit dans ses péripéties. Alors ça me fait beaucoup penser à un livre que j'ai lu qui s'appelait Travailler à tout prix, donc vous pouvez trouver la chronique sur mon blog. Ça m'a fait un petit peu penser à ça la deuxième partie, donc j'ai vraiment apprécié la première partie qui est légère, qui est fraîche, qui est un petit peu un humour qui grince un peu des dents, un peu désillusionné, mais en même temps qui garde une certaine légèreté. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. La deuxième partie sur le travail m'a peut-être un petit peu moins emballée par rapport à ce que j'avais lu avant. Mais franchement, c'est un super moment de lecture, un pur bonheur à lire. Ça se lit super vite. En plus, j'aime bien la présentation à l'intérieur. Les passages, évidemment, je vais arrêter un peu. Les chapitres sont toujours très courts. Ils ont des titres très rigolos à chaque fois. Vraiment, c'est un très chouette moment de lecture que je conseille. Ensuite, j'ai lu La Grande Panne de Adrien Klent, c'est aux éditions Le Tripode. Donc c'est une jolie petite brique. Là pareil, j'aime beaucoup la charte graphique de cette maison d'édition. Voilà, quand vous voyez la présentation à l'intérieur, il y a des belles grandes marges, l'écriture, la police est vraiment sympa. Le livre est en papier mat. Voilà. La charte graphique est vraiment sympa. Là, nous sommes dans une histoire un petit peu thriller, mais pas complètement non plus. Je ne sais pas trop comment le qualifier. En fait, une mine de graphite explose en Italie. Voilà. On va jamais dû exploser toute seule, donc tout le monde se dit ah, comment ça se fait? Sauf que le nuage de graphite qui émane de cette mine, elle prend feu au contact des lignes électriques. Donc, vous voyez la catastrophe qui se projette. Donc le gouvernement italien, comme c'est au sud de l'Italie et que le nuage remonte, décide de plonger l'Italie dans le noir, tout le système électrique, en attendant que le nuage de graphite se disperse et passe. Et selon la météo, le nuage de graphite va passer au-dessus de la France. Donc forcément, branle-bas de combat, il va falloir sauver la France. Comment est-ce qu'on fait? Donc on va suivre le gouvernement français avec un président qui est assez lunatique, assez rigolo. Quand même, enfin, il a une façon de réagir qui nous fait dire mais quoi? Et en même temps, oui, je pense que diriger la France, c'est pas si facile que ça. Donc le gouvernement va migrer sur l'île de Saint. Alors l'île de Saint a eu un rôle dans la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que tous les marins étaient partout, tous les hommes de cette île sont partis soutenir le général de Gaulle en Angleterre dès l'appel. Donc, et l'île de Saint est complètement autonome parce qu'ils ont des une usine électrique basée avec la mer. Donc elle est 100% autonome, elle n'est pas reliée au continent, oui, à la métropole. Donc du coup, le gouvernement décide d'aller là-bas. Mais forcément, on ne peut pas quitter l'Elysée comme ça. Il y a tout un système de dispositifs à mettre en place. Et donc la France va être plongée dans le noir en totalité, parce que soit on pouvait le faire morceau par morceau, mais la remise en route serait très compliquée, soit on coupait tout. Donc ils ont décidé de tout couper, donc à une certaine date. Donc on va suivre trois amis du lycée, Jean-Charles, Normand et Nathanaël, qui en théorie n'ont rien à voir. Jean-Charles est un activiste qui va donc être surveillé par la police française, je sais plus comment on va dire, mais la sécurité française.
de cas où il prépare un mauvais coup, qu'il soit impliqué dans le coup, parce que pour tout le monde, cette, la mine n'a pas explosé toute seule, donc on surveille. Et puis si d'un seul coup la France est plongée dans le noir, quelque part, et ben tout, c'est aussi le moment où peut-être les terroristes et les malfaiteurs peuvent décider de frapper. Donc tous les services de sécurité français sont en alerte. On suit un Normand, lui, a travaillé pour le Premier ministre, mais a décidé de s'isoler complètement sur l'île de Saint. Donc il se retrouve envahi dans son île où il n'y a personne, il se retrouve envahi par le gouvernement, il retrouve des personnes avec qui il a travaillé, ça le perturbe un peu. Et Nathanaël, qui était un gentil antiquaire, se retrouve engagé dans une mission un peu à l'insu de son plein gré, parce qu'il avait un petit peu oublié ça, pour surveiller un petit peu ce qui se passe justement devant le gouvernement. Donc on va suivre ces trois amis-là et on va se rendre compte un petit peu que les trois jeunes qui vivaient, enfin, qui ont suivi, qui étaient très amis au lycée, ont pris vraiment des voies très différentes. Voilà, donc on suit ces trois personnages-là, ce qui nous permet de voir trois points de vue très différents. On suit effectivement le gouvernement et une jeune femme qui travaille. On va aussi suivre, ce qui est très intéressant, c'est le directeur d'une maison d'édition, enfin de journal, plutôt d'une maison de presse, qui va décider de remonter un journal de façon à ce que ça fonctionne sans électricité. Donc ancienne presse avec lettres de plomb pour imprimer, pigeons voyageurs. Et il est le seul, avec son petit journal de rien du tout, à avoir pensé à remettre ça en ligne. J'aurais aimé qu'on nous parle un peu plus de comment les Français se sont débrouillés sans électricité, puisque on sait un petit peu comment se sont débrouillés un peu les Italiens avec quelques réflexions, mais on n'en sait pas plus que ça parce qu'on est vraiment dans la gestion au pouvoir. Comment est-ce qu'on peut prendre une telle décision de plonger la France sans électricité et d'assurer que tout puisse bien se passer et tous ces mécanismes de pouvoir. Donc c'est vraiment très intéressant. J'ai eu énormément de mal à le lâcher, je l'ai franchement dévoré. Ça vide la tête, on est plongé dans ce monde-là. Ça nous fait réfléchir à plein de choses sur l'importance de l'électricité dans notre monde. C'est vachement prenant, c'est super bien écrit, c'est très sourcé aussi. On voit que l'auteur a été recherché, des dossiers d'État, des documents de ministère, il a été se poser les bonnes questions par rapport à la graphite, etc. C'est vraiment quelque chose de très fouillé et c'est vraiment un très 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 chouette roman que je vous conseille, mais à 2000%. Je pense que c'est un de mes coups de cœur, de l'année. J'ai pas, c'est rare de lire un livre d'une telle qualité, aussi bien littéraire que fouillé au niveau des informations qu'il distille. Pourtant, c'est pas vraiment le type de roman que je lis d'habitude, mais franchement, vraiment très très belle lecture. Ensuite, j'ai relu Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, donc aux éditions J'ai lu. Alors ça, c'est une relecture. Je l'avais lu la première fois il y a 9 ans, je crois. Je l'avais dévoré d'une traite. Je l'ai relu une ou deux fois après, où je l'ai vraiment aussi lu d'une seule traite. Je l'ai relu parce que je voulais le prêter à un ami. Et là, par contre, ça m'a pas fait du tout le même effet. Est-ce que parce que j'ai lu notamment le journal d'un vampire en pyjama en début d'année, là, qui m'a vraiment emporté dans le style un peu farfelu de l'auteur, peut-être, ouais, j'ai pas eu l'impression de retrouver autant de fantaisie dans ma relecture, mais peut-être aussi que je l'ai pas lu dans les bonnes conditions, j'étais peut-être pas assez ouverte à ce côté un petit peu foufou, peut-être aussi parce que c'est une troisième ou quatrième relecture, je sais pas. Mais c'est toujours un livre aussi bien, donc où Mathias Malzieu parle du deuil de sa mère. Comment est-ce qu'il a fait pour survivre un petit peu, comment il rencontre Giant Jack, un docteur en nombrologie qui va l'aider à surmonter tout ça, et comment la musique, notamment, a pu l'aider à vaincre les ombres qui grignotaient petit à petit la maison, et comment il a réappris à vivre sans sa mère, tout simplement. Euh, non, il est très très bien, hein, c'est un très 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 bon livre. Je regrette de ne pas y avoir retrouvé toute cette magie. Donc je crois que je le relise plus tard en ayant vraiment l'esprit un peu plus libre, je pense. Je l'ai pas relu au bon moment, mais vraiment c'était un très chouette livre sur le deuil qui est quand même du Mathias Malzieu, donc on connaît un petit peu son univers.
Et pour terminer, j'ai lu Le Dernier des Baptistes de Jean-Marie Chevrier aux éditions Albin Michel. Alors ce livre-là, je l'ai complètement dévoré. Il m'a fallu même pas 2 jours pour le lire. Pourtant c'est un petit peu épais, j'ai fait 245 pages. Et c'est quand même écrit un petit peu assez gros, quoi. Donc c'est un livre de terroir, on pourrait dire en quelque sorte, mais ça se passe de nos jours. Ça se passe de nos jours en Creuse. Donc forcément ça m'a parlé, puisque j'ai longtemps habité juste à côté de la Creuse, que entre le Bourbonnais et la Creuse, on est un petit peu dans les mêmes similitudes, on va dire, agricoles. Donc on découvre Baptiste, qui est dont le père, le grand-père, l'arrière-grand-père s'appelait Baptiste, qui est agriculteur, éleveur de bêtes, qui vit seul avec sa maman, et à qui va arriver un bête accident agricole, en fait, tout simplement. Son une des machines agricoles va lui attraper le bras, et donc il va perdre un bras. Donc le livre s'ouvre là-dessus, et puis ensuite on apprend petit à petit sa vie. Donc Baptiste, quand ceci lui arrive, il est quand même assez âgé, il a au moins 40-50 ans. Il est vieux garçon, donc on apprend qu'au fur et à mesure des années, il a essayé de se trouver une compagne, que c'était pas évident, que du temps de sa jeunesse, les filles, elles avaient plus envie de vivre à la campagne, elles étaient attirées par la ville. Donc quand il a espéré séduire une jeune fille, donc il avait 30 ans, elle en avait 23, et bien elle a décidé de partir à la ville parce que elle avait passé le concours des postes et elle voulait s'installer à la ville, hein, tout simplement. Oui, c'est pas tout à fait à notre époque, c'est un petit peu antérieur, mais on est quoi, 50 ans près, hein. Donc petit à petit, on voit ça, cette façon de voir, mais en même temps, on est dans une agriculture très vieux jeu, quoi, dans une campagne très paysanne où il y a encore les valeurs, si on est avec quelqu'un, on se marie avec. Et petit à petit, donc, on découvre sa vie, puis il se rend compte que sans son bras, il ne pourra plus travailler, il est tout seul, sa mère est en vieille. Donc la seule solution qu'il a, c'est de vendre forcément à une grosse exploitation, donc s'ensuit une négociation. Et par rapport à ça, donc forcément sa mère qui a toujours vécu dans la ferme n'y survit pas, mais bon elle était âgée. C'est triste, je le dis très froidement, mais c'est vraiment les paysans de cette époque sont très liés à leur terre, donc sans leur terre, quelque part ils n'existent plus. Et donc voilà, et puis petit à petit il décide de refaire sa vie autrement et de se créer le paradis, un petit paradis terrestre. Et ça par contre, cette partie-là, elle m'a enchantée. J'ai été prise par l'histoire parce que c'est vraiment réaliste, c'est véridique. Ça a un côté triste, mais ça l'est pas non plus. Moi je trouve que la couverture là, elle est vraiment, c'est une jaquette, euh, elle est vraiment trop trop triste parce que la vie est dure, mais ils ne le vivent pas tristement. C'est dur, c'est comme ça, point. Ils sont dans l'acceptation totale de leurs conditions. C'est pas triste, c'est pas gai, ils sont là dévoués à leur terre. Donc voilà, cette couverture, je la trouve vraiment trop triste. Et puis finalement, Baptiste, il s'en remet. Il pourra plus cultiver sa terre, certes. Il cultive son jardin et puis naît une idée en lui et petit à petit, il va se faire un jardin à lui, un jardin intérieur à lui qui fait penser à la pensée de Voltaire, cultivons notre jardin, c'est tout à fait ça. Et le livre se termine sur une note belle, joyeuse, pleine d'espoir et de vie qui est fantastique. Vraiment, c'est un livre mais à lire, à dévorer, même s'il commence tristement, il finit sur une note incroyablement joyeuse et je le trouve vraiment très 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 réaliste. Voilà, donc on va dire que le début du mois s'est ouvert sur une lecture pas très très chouette avec le ravissement des innocents avec lequel j'ai vraiment peiné. Mais à côté de ça, eh ben, si on met ma relecture à part, ben, les 4 livres que j'ai découverts, Caminard, La Grande Panne, Le Dernier des Baptistes et Un jeune homme superflu, ont été vraiment 4 super lectures. Donc ça m'a bien reboosté, ça me donne bien envie de lire plein de choses. Je vais vous avouer que le mois de mai a commencé avec également des super lectures et j'ai dévoré. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien surtout après un mois de mars où j'ai tombé sur une lecture un peu difficile. Donc enchaîner ma lecture difficile
plus celle-ci, ça faisait beaucoup. Donc je suis contente d'être retombée sur des livres qui me donnent envie et voilà. Peut-être aussi que c'est le printemps et le fond du printemps, j'ai toujours envie de lire davantage. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous parlent, si vous avez envie de les lire. Vous pouvez retrouver les chroniques sur le blog, elles ne sont pas toutes encore rédigées, honte à moi, mais ça ne saurait tarder. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!